Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 548 de Lookism. Et oui les amis, je vous ai pas oublié, comme je vous ai dit, je compte faire de mon possible pour faire le plus souvent des reviews sur le chapitre de Lookism. Donc il n'y aura pas peut-être pas toutes les semaines, excusez-moi. Mais en tout cas, je vais essayer d'en faire le plus souvent. Et si je peux garder ce rythme toutes les semaines, bah c'est super. Donc on va parler du chapitre 548. Donc le chapitre commence direct avec le roi de Ishion qui est stressé et qui se dirige littéralement à Ishion en fait. Donc on le sent qu'il est tendu, là il roule ultra vite avec sa voiture qui est d'ailleurs cassée au niveau du, comment dirais-je, au niveau du pare-brise. Et en fait le roi de Ishion il a vraiment peur de James Lee. Vraiment on sent que James Lee est une menace pour lui et que vraiment c'est le petit de James Lee. Et en fait il a surtout peur de ce que James Lee peut faire à son quartier. C'est ce qui l'angoisse réellement. D'ailleurs, par la suite, en fait, il y a James Lee qui dit qu'en fait, le roi de Ichion est vraiment pathétique et il l'appelle le roi mon cul, entre guillemets, si je devais faire une traduction vraiment mot à mot, ça donnerait ça. Et qu'en gros, ce fameux roi, hein, le roi de Ichion, a encore une fois été utilisé par James Lee. Donc c'est pas la première fois que ça arrive. Et on sent vraiment qu'il y a une échelle de puissance et une échelle surtout de comment dirais-je, de grade entre James Lee et le roi de Ichion, puisque James Lee vraiment c'est son patron, il le tient comme un petit toutou, il le tient à la laisse on va dire, et on sait toujours pas pourquoi, hein, on sait toujours pas pourquoi il est aussi docile envers James Lee, le roi d'Ichion. Enfin, on commence à savoir pourquoi, on comprend que c'est parce que il a peur pour son quartier, mais on ne sait pas ce que James Lee peut et compte faire à son quartier. En tout cas, on constate que vraiment le roi d'Ichion, c'est un larbin, c'est littéralement un simple pion pour James Lee, et qu'il a déjà été utilisé par le passé, et qu'il a encore une fois été utilisé. Et puis juste après, James Lee dit que c'est ça, tout ce qu'a fait en gros, tout ce qu'a fait le roi d'Ichion n'a servi à rien, il a fait tous ses efforts pour rien, car la véritable personne qui va gérer cette situation est déjà arrivée. Et il parle bien sûr de Kitae, puisque je vous rappelle qu'on s'était laissé sur Kitae qui était face à Jileng. Donc on passe du côté de nos amis et de nos ennemis, hein. Donc tout ce qui est Jileng, Daniel, Kitae. Et Jileng en fait demande à Kitae si c'est le chien de James Lee. Il demande est-ce que you are the dog of James Lee, donc est-ce que t'es le chien de James Lee, parce que jusqu'à présent c'est que des larbins de James Lee qui sont venus pour essayer de prendre Busan. On sait toujours pas réellement pourquoi ils veulent prendre Busan. Alors on sait qu'il y a beaucoup de business à Busan, que c'est un quartier, j'allais dire une ville, c'est plus un quartier je pense, qui ramène beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'oseille si je puis dire là-bas. Et ça intéresse les rois comme Kitae, comme James Lee, etc., etc. Donc ça attise beaucoup de personnes. Et du coup, on a derrière Daniel qui vient et qui demande à Gu s'il travaille avec James Lee. Gu lui répond qu'il travaille seul et qu'il travaille seulement pour l'argent, il court juste après l'argent. Puis après, une petite scène rigolo où Gu demande à Daniel, ouais, est-ce que c'est stylé ce que j'ai dit? Daniel il s'en fout, lui répond que non. Et Daniel il demande en fait à Gu qui est ce mec en parlant de Kitae. Gu il lui explique un peu après que en fait c'est le roi de Séoul et que c'est le présumé fils de Gapriang, si je dis pas de bêtises, Gapriang Kim. Donc on va la prononcer un peu à la française, Gapriang Kim. Et tout le monde semble choqué, vraiment, ils sont tous là en mode quoi? Le fils de Gapriong, le roi de Séoul. Et il faut savoir que même le roi de, vous savez, le Iron Fortress, le roi bouddhiste, celui qui a entraîné Zack, et même lui est choqué visiblement, puisque de sa réaction, on a vraiment l'impression qu'il n'a jamais vu Kitae, qu'il n'a jamais vu en fait le roi de Séoul. Et ça en dit long en fait. Ce mec vraiment, en fait le seul qui l'a vu à l'époque, c'était, vous savez, le roi serpent, c'est comme ça que j'aime bien l'appeler, j'ai oublié son nom, celui qui a été tué par Choi, et celui en gros, qui utilisait ses mains comme sorte de couteau, entre guillemets. Et c'est le seul à l'avoir vu réellement, puisque les autres ne l'ont jamais vu, même que Kitae, lorsqu'il l'a vu, il l'a chopé, il lui a mis un coup de hache au niveau de sa main, et
et le roi Snake, en fait, le roi serpent, en fait, a stoppé. Il a failli y passer, hein, il a failli y passer. Attention, s'il n'avait pas mis sa main, il n'aurait pas eu de. Il serait mort bien avant, bien avant la rencontre avec Choi, etc. Donc, visiblement, les autres rois n'ont jamais vu Kitae. Ça reste une légende. Ce mec, on sait qu'il détient un cartel, etc. Mais c'est tout. Et les autres ne l'ont visiblement donc jamais vu. Ensuite, Kitae, en fait, il demande à Jilin d'abandonner Busan. Il lui dit clairement, frère, surène Busan, littéralement. Abandonne Busan, ça y est, lâche l'affaire. Et Jilin lui demande, enfin lui dit, mais mec, en fait, là, tu me dis exactement la même chose que James Lee. Qu'est-ce qu'en fait tu penses? Qu'est-ce que vous avez derrière la tête? Et Kitae dit à Jilin, mauvaise réponse, et que la bonne réponse était de lui obéir, tout en l'étranglant et en le mettant, en le chopant au ciel. Du coup, en fait, Kitae, quand il a demandé à Jilin d'abandonner Busan, c'était même pas une question en fait, parce qu'encore une fois, il lui dit bah mauvaise réponse, en mode bah frérot, là, il fallait pas me répondre ça en fait, il fallait juste que tu me dises oui, parce qu'encore une fois, il lui dit que la bonne réponse était de lui obéir tout simplement. Ensuite, il y a Kitae qui nous donne quelques informations intéressantes. Kitae qui explique qu'en fait, il a vu la nouvelle génération, en fait, comment expliquer ça? En gros, il dit que de nouvelles générations sont nées, donc il parle de la première et de la seconde génération, mais que ces générations sont nées grâce à l'ancienne génération, donc à la pré-génération. Mais que lui, donc Kitae, lui, ce qu'il veut en fait, c'est de revenir à l'ancienne génération, donc à la génération 0. Ils disent pré-génération, donc c'est vraiment l'avant-génération, l'avant-première génération, etc. Donc avant tout ce qui est roi, en fait avant la génération de Kitae tout simplement, donc et de James Lee et du roi de Icheon, etc. Donc en fait Kitae lui, ce qu'il veut c'est vraiment, enfin ce qu'il aurait voulu c'est d'être né pendant l'ancienne génération, donc la génération 0. Car là-bas, en fait, tout était chaos. En gros, c'était n'importe quoi. Il n'y avait ni loi ni âme. Et en fait, la seule chose là-bas qui était nécessaire, c'était la survie. Les gens cherchaient juste à survivre. Donc on sent que cette génération, c'était pas n'importe quoi. Et visiblement, cette génération a changé depuis l'arrivée de Gapryong, justement. Et ça, on va le comprendre un peu après dans le chapitre. Puisque, en fait, il y a Kitae qui dit clairement qu'il va tout faire, qu'il va vraiment faire en sorte de faire revenir cette génération, en parlant de la génération 0, et qu'il va tout faire pour que tout redevienne comme à l'époque. Donc, que ça soit le chaos total, et que ce soit vraiment le bazar. Et justement, il veut faire ça, il veut rendre comment dirais-je, ce chaos avant l'arrivée de Garplion en fait. Donc en fait avant que Garplion n'intervienne et change le monde des générations via sa puissance, sa prestance et en fait sa force de frappe, que ce soit au niveau de ses hommes ou de sa force de frappe lui-même. Donc en fait il veut vraiment revenir à un avant Garplion. Et ça c'est intéressant, on sent que il a une rancœur en fait entre guillemets envers son père, envers Garplion, parce que en fait son arrivée, sa prestance, son arrivée a vraiment omis un changement dans la génération 0. Donc avant que Garplion soit là, en fait c'était vraiment le chaos, c'était vraiment n'importe quoi. Il devait avoir des business à tout genre, des business les plus illégaux possibles, ça devait vraiment être n'importe quoi. Et il y a un mec qui est arrivé, il a tout changé. Il a tout changé et il a fait en sorte que la première génération naisse et qu'après cette première génération naît la seconde génération. Donc c'est vraiment intéressant. Et encore une fois, Kitae, lui, il veut pas de ça et il veut faire en sorte, je sais pas si j'étais assez clair, hein, parce qu'en anglais c'est dit assez spécialement, mais en gros, lui, ce qu'il veut, c'est ramener ce chaos d'avant l'arrivée de Garplion. Voilà, tout simplement. Mais vous en faites pas, Garplion est mort. Parce que vu comment c'est expliqué en anglais, on aurait pu comprendre en mode ah mais il parle qu'en fait Garplion n'est pas mort, qu'en fait non, Garplion est mort et ce qui compte, ce qu'il veut faire, c'est ramener ce chaos avant qu'il soit intervenu dans cette génération 0 qui arrange tout. Chose importante, juste après Daniel qui vient, qui se met en face de Kitae qui lui dit en fait il sait pourquoi tout était comme ça. Il lui dit il lui explique pourquoi cette génération était aussi chaotique. Et il lui explique qu'en fait c'est à cause du clan Yamazaki qu'il y a eu tout ce chaos. Et oui, puisqu'il faut savoir que Daniel, lui, maintenant il a toute cette histoire. Gun à la prison, il doit expliquer son passé, et en fait il doit expliquer plus ou moins le passé de tout ça. Et tout ce chaos en fait, il a été créé à cause de
à cause du clan Yamazaki. Puisqu'il y avait le clan Yamazaki, il y avait le clan Gaprion, et il y avait vous savez, celui qui... le père, en fait, ce que je raconte, le sensei, le père, tout simplement, de Vinjin. Il y avait ces trois forces de puissance. Et vous pouvez rajouter, on va dire, le sensei de Vasco. Si on peut le rajouter, entre guillemets, même si, bon, il était là sans être vraiment là, lui. Et en fait, ces forces de puissance ont été bouleversées, puisque bah, t'avais un gros clan. T'avais les Yamazaki qui foutaient le bordel, qui foutaient le chaos. Et c'est pour ça qu'en fait c'était comme ça. C'est pour ça qu'il y avait autant de chaos. C'est pas que les gens, eux, ne voulaient juste foutre le bordel et tout. Non, non, c'est juste que t'avais un clan qui était là et qui foutait le bordel. Et du coup, bah, c'est le clan Yamazaki. Et Daniel ajoute à ça qu'en fait, ça doit être en fait le plan de James Lee. Qu'en fait, c'est ça le plan de James Lee, qui comprend enfin ce que James Lee prépare. Et qui compte l'arrêter avec le crew pour justement ne pas lui laisser succéder à tout cela. Donc à tout ce chaos, au fait qu'il soit le roi de cette génération, comme le fait les Yamazaki qui roulaient sur la génération 0 à l'époque. Et ça plaît pas à Kitae. Parce que là, Kitae, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un mec qui compte l'empêcher de réaliser ses objectifs. Et du coup, il commence à se diriger vers Daniel, tout simplement. Et là, on a Vasco qui le stoppe. Et donc, s'entame un combat, entre guillemets, Kitae contre le crew. Chose à noter, c'est que Kitae, il a reconnu le style d'attaque de notre cher Vasco. Et oui, parce qu'il dit alors attendez, Maravilloso. Donc ce nom, il me semble que c'est le sensei de Vasco. Et il lui dit, oh, t'as un pouvoir, t'as une force, t'as une puissance qui est vraiment cool. Le souci, c'est que t'es totalement immature. Et il m'envoie une patate et il le met KO. Voilà, tout simplement. En sachant qu'il attente le coup de Vasco littéralement en pleine figure. Hein, donc, et ça lui a rien fait, visiblement. Ça n'a rien fait à Kitae. Ce mec, en fait, c'est un monstre. C'est un monstre. Et on va le voir encore plus durant cette deuxième partie. Enfin, cette deuxième / troisième partie de chapitre. En tout cas, cette fin de chapitre. Et visiblement, comme je vous l'ai dit, Kitae, il connaît tout le monde. Il connaît tout le monde puisqu'il connaît le sensei de Vasco. Juste après, on a Zack qui intervient et qui donne un coup de poing littéralement dans le menton surpuissant à Kitae. Kitae qui ne ressent rien, vraiment. Et du coup, il est là en mode, ah, bah, tiens, intéressant, toi tu utilises la vitesse et la défense. Par contre, t'es trop arrogant, c'est la raison pour laquelle tu vas perdre, etc. Il le chope vraiment. En fait, ce qui est incroyable, c'est que il chope Vasco, même pas en le regardant vraiment. Zack, excusez-moi, Zack est derrière lui, il le chope. Voilà, il l'étrangle littéralement. Je sais pas si je vais vous mettre des images. Je pense pas que je vais vous mettre des images parce que je sais pas encore si on a le droit de mettre des images ou pas. Parce que je sais que par exemple pour les mangas, si je mets des images, c'est assez compliqué. Donc là, je vais voir. Peut-être qu'il y aura des images, peut-être pas, mais je vais essayer de me renseigner au moins pour le prochain chapitre. Si je peux au moins vous illustrer ça avec des images. Donc voilà, clairement, Isaac se fait choper et se fait one tap littéralement par Kitae. Ensuite, malgré le fait que il a utilisé l'Iron Fortress, Isaac, hein, on le voit au niveau de quand il commence à contracter ses muscles, on voit l'aura verte justement de l'Iron Fortress, de la défense. Il se prend un coup de poing dans le bide et il est littéralement laissé pour KO. Ensuite, on a Vinjin qui intervient et Kitae qui dit Mujin Jin Sireum. Donc le père de comment dirais-je, le père ça va me revenir. Le père de Vinjin, excusez-moi. Donc en fait, il connaît tout le monde. Il connaît tout le monde. Et pourtant, ces mecs-là, ils font partie de la génération 0. Hein. Et encore une fois, Kitae ne fait pas partie de cette génération 0, mais en fait, ce mec est tellement fan de cette génération 0, il est tellement fan des gens qu'il y avait dans cette génération et de leur puissance, qu'il connaît tout le monde. Il connaît tout le monde. Donc forcément, il chope Vinjin et il le met littéralement à terre et il le one-shot, voilà. Ensuite, c'est au tour de Daniel, hein, sinon c'est pas drôle. Et Daniel d'ailleurs qui se fait la remarque, qui dit purée, mais attends, il a vraiment... il a battu tout le monde en un instant. Même Daniel n'en croit pas ses yeux. Et là, Daniel utilise forcément toutes les armes qu'il connaît, donc la copie. On voit Tom Lee derrière, on voit James Lee, on voit Gu, on voit Gun. Donc là, il est en train d'utiliser toutes les capacités qu'il a des plus puissants pour essayer de stopper Kitae. Donc il commence avec la vitesse de James Lee, sauf qu'en fait,
Ça sert à rien. Ça sert à rien puisqu'en fait, il s'est fait littéralement one shot en off-screen, les amis. C'est-à-dire que tous les autres, donc Vasco, Zach, Vinjin, etc., on les a vus se prendre un coup de poing avant d'être KO. Donc je vous rappelle, un coup, hein, un seul coup. Et bien sûr, ils vont asséner leur coup le plus puissant hein, à Kitae. Donc voilà, Kitae s'est quand même pris des coups de coude, des coups de pied, il s'est pris des attaques de la part de Vasco, Vinjin et de Zach. Mais ça lui a rien fait, et il se les pris en pleine tronche en plus, hein, vraiment au visage. Ça lui a rien fait, il leur a donné un coup de poing, il les a mis littéralement KO. Et Daniel, en fait, on le voit même pas le coup qu'il lui donne, en fait, il le met juste KO d'un coup, genre en off-screen littéralement. C'est pour vous montrer en fait à quel point ce mec est dangereux. Ce mec est dangereux. D'ailleurs, à un moment donné, je me suis dit, tiens, Daniel, il va peut-être passer en mode UI et tout, hyper connaissance, mais non, même pas. Même pas, en fait, tout simplement, ce qu'il voit, en fait, c'est le désespoir. Il a la vision du désespoir quand il est à terre et qu'il voit Kitae. Et justement, en fait, après, on a un petit combat. Enfin, un petit combat. On a une exécution, une démonstration de Jireng versus Kitae, excusez-moi. Et parce que je regarde en même temps le chapitre, je scroll pour vous décrire un peu le combat. Et voilà, donc il lui met le coup de poing du Garpiang Jireng en pleine face de Kitae. Mais encore une fois, Kitae, il tank ça. Il tank ça sans aucun souci. Et ça lui fait rien, il prend un coup et il se prend une patate. Il lui montre en fait ce que c'est vraiment la puissance du Garpiang. Il lui met une patate et au ralenti littéralement et il l'envoie au sol et il le met KO. Il le met KO et il explique que Garpiang Kim was Tulongtu. En gros, son père quoi, Garpiang, il avait tort, il avait lui aussi faux, il avait lui aussi Wang quoi, il avait tort quoi. Et qui dit qu'en fait lui, son fils Kitae a raison. C'est lui qui est dans le droit chemin, c'est lui qui a raison par rapport à tout ça. Donc on a Gu qui intervient et qui dit bon bah c'est bon, t'as fini, ils sont tous KO et on les voit tous en fait à terre, en sang, tous inconscients. Ils sont tous KO en un seul coup. Encore une fois, hein, il n'y a pas eu un combat où c'était une exécution. Il leur a donné un coup de poing, sans plus. Et pourtant, il s'est laissé attaquer. Hein. Il s'est laissé attaquer pour voir leur puissance. Et ça ne lui a rien fait. Il s'est pris des coups de poing pleine puissance par Zach, à chaque fois je l'appelle Viego, mais c'est Vasco. Zach, Vasco, Vinjin, Daniel, même, il l'a même pas touché, Daniel en fait. Genre vraiment, Daniel ne l'a même pas touché. Jireng et tout, il s'est pris leur meilleure attaque, il s'est laissé faire. Et derrière, il leur a donné un coup de poing, il les a mis KO. Et on finit le chapitre avec Kitae qui chope sa hache et qui visiblement, en fait, tranche littéralement Jireng. Et il lui dit, il n'est pas le disciple de Garpiang. Donc en mode, t'es pas digne d'être son disciple, tu n'es pas son disciple tout simplement. Et le chapitre se termine sur ça. Donc est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il n'est pas mort, Jireng? Parce qu'on voit que Gu il est en mode attends, qu'est-ce que tu comptes faire là? Donc Gu il est un peu dans le vaudra en fait. On sait pas si d'ailleurs il a intervenu. Je pense que Gu a dû intervenir quand même, mais je pense pas qu'il va mourir comme ça. Quoique non, je pense pas que Jireng va mourir comme ça. Mais en tout cas, en fait, ce serait en fait voilà. Pour moi, il est pas mort comme ça, mais s'il est mort, ça m'étonnerait pas non plus, vous voyez. Parce que du coup, s'il meurt, bon il peut littéralement prendre Busan. Kitae, mais je pense pas qu'il soit mort. Je pense que quelqu'un a intervenu pour un des bras droits et bras gauche de Jireng qui est intervenu et qui s'est sacrifié à la place de Jireng, excusez-moi. Voilà pour ce chapitre. Encore une fois, la review là c'est long, hein, 20 minutes, mais voilà. Donc on voit littéralement la démonstration de puissance de Kitae. On voit à quel point ce mec est dangereux. Et on voit en fait que pour l'instant, personne ne peut lui faire face. Que ce soit des rois, que ce soit des futurs rois, personne ne lui fait face. Ce mec, c'est le roi. C'est vraiment le roi de Séoul, le roi principal de ce manhwa de la première génération. À voir maintenant si Gun lui tient tête. Je pense qu'il y a match en vrai entre Gun. Je pense que Gun peut le battre. Pour moi, il n'y a que Gun qui peut le battre et peut-être James Lee. Mais James Lee, encore une fois, on en parlera un jour de cette fraude.
Parce que voilà, hein, il agit jamais. Hein. Il envoie des gens, faire le taf à sa place, mais lui en tout cas il va jamais faire le taf. Voilà, voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce chapitre dans les commentaires. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine, j'espère, pour le chapitre 549. Allez, d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.